Je laisse donc la parole à Céline Trautmann-Waller, qui dirige le Centre d'études et de recherche sur l'espace germanophone à l'Université Paris 3 et dont les travaux ont porté sur la psychologie des peuples allemandes, la linguistique comparée et plus récemment l'historien d'art Franz Kugler, dont il a été question dans le premier exposé. Je vais essayer de passer plus rapidement que prévu sur certains points afin de ne pas vous lasser. Dans ses notes autobiographiques inachevées, Julius Lessing, le premier directeur du Musée des Arts décoratifs de Berlin, décrit l'effet que lui fit la lecture du livre de Semper sur le style. Il lut cet ouvrage en 1866, alors qu'il venait de soutenir à Bonn sa thèse sur les représentations de la mort chez les anciens, souhaitait y poursuivre sa carrière académique en travaillant sur les vases grecs antiques. Alors, je passe à la citation. Et puis arrive Semper, et il annonce qu'il n'existe pas du tout de loi absolue de la beauté. Toutes les formes sont engendrées par la fonction, le matériau et la technique. Elles continuent à vivre dans la tradition, même lorsque les conditions primordiales se sont déjà transformées. Elles meurent toutefois ensuite, et dans leurs vestiges signifient tout à fait autre chose qu'au moment de leur naissance. C'est ainsi que les formes grecques ne sont pas nées comme un paradigme esthétique, mais à partir des traditions orientales. Il n'est pas possible non plus de tout dériver du temple dorique. Chaque objet contient au contraire ses lois formelles en lui-même, et ceci se poursuit jusqu'à nos jours. Il ne faut pas connaître seulement les tableaux d'un Raphaël, mais aussi les poteries émaillées, les meubles, les bronzes, les porcelaines, les pots de terre cuite. Et chaque objet a son style spécifique qui lui est propre, le gant en chevreau glacé autrement que le gant de laine, la bottine laquée que la bottine cirée. Et cela nous entraîne au-delà de la culture de l'Europe, dans les wigwams des sauvages, qui conservent les lois premières des formes de manière plus pure que nous, peuples civilisés. Partant de cette citation et de la réception de Semper par un historien d'art qui allait consacrer toute sa vie aux arts décoratifs, je voudrais interroger l'effet, mais aussi, en partie par contraste, le sens de l'ouvrage que Semper consacra en 1860-1863 au style dans les arts techniques et tectoniques. Parler à ce propos d'esthétique globale, alors que Semper qualifie son esthétique avant tout de pratique, relève d'un anachronisme. Le terme de global, au sens qu'il a pris aujourd'hui, n'est jamais utilisé par Semper et n'existe tout simplement pas à son époque. Ce titre sert néanmoins ici à insister sur la conscience qu'avait Semper de certaines dynamiques propres à son époque et que nous qualifierions aujourd'hui de globales, à montrer combien certaines problématiques actuelles trouvent leur source au XIXe siècle ou répètent certaines configurations de ce dernier. Il s'agit donc autant de tenir compte de l'actualité visible de Semper, qui connaît une véritable vogue depuis quelques années, que de s'en distancier en partie, notamment quand elle fait de Semper un novateur radical, en dépit de son héritage philologique, un héritage où se mêlent pourtant déjà les questions de matérialité et de globalité, quand elle met en avant son historicisme au détriment de son classicisme original, voire de son romantisme, quand elle en fait un chantre de la matérialité, quasiment au sens d'un matérialisme, en dépit d'un certain idéalisme qui lui était propre. Je commencerai par essayer de reconstituer les lectures archéologiques, historiques, philologiques et ethnographiques de Semper et les questions ouvertes qu'il en a héritées, tout comme l'ethnographie de son époque d'ailleurs, pour m'intéresser ensuite à la question du musée et envisager pour finir le style et la manière, l'ouvrage de Semper et la manière dont il lie l'anthropologisation de l'esthétique à une crise autant esthétique que politique qui est celle d'un monde en voie de globalisation. Bien des spécialistes de Semper ont insisté sur la difficulté à reconstituer les sources de sa pensée et de ses œuvres, puisque ses ouvrages comportent très peu de notes et de références bibliographiques. Difficile donc de savoir exactement d'où lui venaient ses connaissances encyclopédiques en matière d'art, d'archéologie et d'ethnologie, et sa vision originale, ou du moins c'est à voir, de l'Antiquité et plus généralement de l'histoire culturelle. J'ai utilisé pour qualifier cette dernière l'expression d'antiquité multicolore en référence au débat savant sur la polychromie dont on ne cesse de découvrir ou de redécouvrir la fécondité pour une vision renouvelée de la Grèce qui, étant donné le caractère fondateur de cette dernière pour l'Allemagne moderne, ne pouvait rester sans conséquence autant sur le plan esthétique que sur le plan
politique. Harry Francis Malgrave a isolé, malgré ses difficultés, dans sa monumentale biographie de Semper, plusieurs œuvres dont on peut être sûr qu'elles l'ont inspiré avant 1850. À Göttingen, où il étudia de 1823 à 1825, Semper suivit notamment les cours du philologue Karl Ottfried Müller et de l'historien Arnold Ludwig Heeren, spécialiste de l'histoire du commerce, des communications et de l'économie. La vocation philologique de Müller date de sa lecture de l'histoire romaine de Barthold Georg Niebuhr. Son œuvre, qui en fait l'un des spécialistes de l'Antiquité les plus importants du XIXe siècle, embrasse tous les domaines de la science de l'Antiquité classique, l'histoire, la religion, la mythologie, jusqu'à l'archéologie et la philologie, et au-delà, la philosophie et le droit. Ces questionnements sont toujours historiques, et sa méthode relève de la philologie des choses, Sachphilologie, selon une conception élargie de la philologie comme histoire culturelle du monde antique, fondée en partie par sa culture matérielle. Je signale qu'il fut l'un des élèves, si ce n'est l'un des principaux disciples du philologue August Böck, qui est le fondateur de cette science de l'Antiquité. Au centre des recherches de Müller se trouvaient les Grecs, même s'il consacra des recherches également aux Étrusques, aux Romains, aux Égyptiens et aux Indiens ou Hindous. Enseignant à l'université de Göttingen depuis 1819, Müller y avait été chargé notamment d'un cours annuel d'archéologie de l'art, pour la préparation duquel il passa 2 mois dans la collection des antiquités de Dresde, dont il sera encore question plus loin dans mon exposé. Ce cours d'archéologie, tenu à chaque semestre d'été et que Semper suivit, était celui des cours de Müller qui connaissait le plus de succès. Le livre qu'il rédigea en parallèle, Handbuch der Archäologie der Kunst, donc un manuel d'archéologie de l'art, marqua toute la recherche archéologique du XIXe siècle après lui. J'ai reproduit ici les grandes sections de cet ouvrage. Et disons que je voudrais remarquer très rapidement, simplement, dans la partie historique, qui est la première grande partie de l'ouvrage, la grande place accordée aux Grecs. Les chapitres qui leur sont consacrés sont suivis simplement à titre d'appendice de quelques développements sur les peuples non grecs dans lesquels Müller range les Égyptiens, les tribus syriennes, babyloniens, phéniciens, les peuples aryens, les Indiens ou hindous. Autre point sur lequel je voudrais insister, dans la partie systématique, oui, on trouve des sous-sections dans l'ordre suivant, vous les avez ici, de la technique des formes, des objets ou sujets, hein, c'est un peu ambivalent, de l'art antique, qui couvre donc un très vaste domaine de la vie quotidienne à la mythologie et à la religion. À Göttingen, Semper suivit également les cours de Arnold Ludwig Heeren, qui était né à Brême, et certains y voient dans son lieu de naissance, dans ce grand port, donc marqué par le commerce, une des origines, disons, de ce domaine particulier de ses recherches. Puisque devenu professeur d'histoire à Göttingen, Heeren s'est spécialisé en histoire économique et en histoire, d'une part en histoire économique, d'autre part en histoire européenne, qui l'intéressa plus sous l'angle des relations entre pays que sous celui de l'histoire nationale. Ses recherches sur l'histoire du commerce et des transports, sous l'angle des techniques liées aux échanges de marchandises, de la reconstruction des voies antiques, des conditions de vie concrètes, qui conduisent à la publication de son premier grand ouvrage historique. 2 premiers volumes parus en 1793 et 1796 sont pionnières. Je vous ai indiqué ici le plan des 5 volumes qui constitue la 4e édition de l'œuvre de sa vie, un petit peu, si vous voulez, dans ses écrits historiques. L'ouvrage, inspiré par Montesquieu et Adam Smith notamment, tente d'établir la relation entre économie, constitution et vie politique. Il constitue à ce titre une étape importante dans l'évolution de l'histoire universelle vers une histoire spécialisée, ici dans le domaine de l'économie. Et puisqu'il a déjà été question d'August Böck, je voudrais signaler que l'autre étape importante dans cette évolution, donc vers une histoire économique, est le livre d'August Böck sur l'économie politique des Athéniens, dont la première édition date de 1817.
Au-delà de Göttingen, Paris constitue une étape importante de la formation de Semper, on le sait, on l'a vu aussi ce matin. Séjournant pour la première fois à Paris en 1826, Semper commence quelques jours plus tard à travailler dans l'atelier d'architecture de Franz Christian Gau. Peut-être connaissait-il déjà à cette époque le monumental ouvrage de Gau sur la Nubie, Antiquité de la Nubie, au monument inédit des bords du Nil, situé entre la première et la deuxième cataracte, donc Stuttgart 1822. Toujours est-il qu'il lut certainement l'ouvrage au plus tard à cette époque. Franz Christian Gau, on l'a vu, était venu à Paris avec son ami Hittorf en 1810. Il suivit une formation aux Beaux-Arts avant de créer son atelier-école d'architecture où seront formés en grande partie des architectes allemands et dont Semper est sans doute l'élève le plus connu. Auparavant, Gau était parti à Rome lorsque sa situation en tant qu'Allemand à Paris était devenue difficile dans le contexte des guerres napoléonienne et anti-napoléonienne. Il séjourna 4 ans à Rome avant de se lancer, suite aux encouragements de Niebuhr, dont j'ai déjà parlé en relation avec Müller, dans un grand voyage en Égypte et en Nubie, l'actuel Soudan, qui devait durer de 1818 à 1820. Il y réalisa mesures et dessins, aquarelles et récits, et à son retour fit imprimer à Paris, pour l'éditeur Cotta, en français puis en allemand, son grand ouvrage sur les antiquités de la Nubie, présenté comme, je le cite, la suite naturelle du grand ouvrage de la Commission d'Égypte. Cet ouvrage se compose d'une introduction, d'une relation de voyage, de 64 planches. J'avais choisi moi aussi celle représentant Abou Simbel, d'inscriptions relevées par Gau en s'excusant de son amateurisme relatif, de commentaires sur ces inscriptions fournies par Niebuhr et d'inscriptions restituées et traduites par Le Tron. Dans la relation de voyage, Gau mêle chronologie du périple, description des lieux visités et commentaires sur les habitants et leurs mœurs, commentaires parfois très critiques à l'égard de l'histoire moderne de l'Égypte, qui contraste selon lui avec la grandeur passée, et qu'il explique par la rapacité de ses gouvernants, tout en étant convaincu, je cite, qu'ils n'attendent qu'une impulsion pour sortir de la torpeur. Il pose pour finir la question de la manière dont les Grecs et d'autres ont puisé dans l'architecture égyptienne et insiste sur l'ancienneté de celle-ci. Il défend plus précisément 3 idées qu'il énonce comme ça successivement. Les monuments de la Nubie représentent tous les types de l'architecture égyptienne. Deuxièmement, la basse Nubie est le berceau de cette architecture. Troisièmement, les monuments de Nubie sont antérieurs aux monuments de l'Indostan. Si l'Égypte ne lui paraît pas offrir de type de goût, comme il dit, l'architecte trouvera selon lui dans ses édifices des, je le cite de nouveau, des inspirations utiles et des motifs applicables. Et il ajoute: nous sommes parvenus à un point de perfection qui ne nous permet plus, comme autrefois, d'inclure tous les genres à l'avantage d'un seul. Nous ne pouvons plus dire c'est uniquement le style grec, c'est l'architecture romaine ou c'est le goût italien qu'il nous faut. Mais c'est le bien, il souligne, qui se trouve chez chaque nation qu'il s'agit d'étudier, de reconnaître et surtout d'approprier avec talent à nos besoins. On trouve dans les antiquités de la Nubie certains des thèmes majeurs de l'œuvre de Semper. L'utilisation de la couleur chez les anciens, sur les édifices et les statues, la critique des imitations maladroites du style antique et des fautes de goût propres à son époque, les colonnes sans utilité, les formes religieuses utilisées dans des bâtiments à usage commercial. Comme l'indique Margrave, toutes ces questions concernant la chronologie des civilisations antiques furent profondément renouvelées vers la fin des années 1840 par les découvertes assyriennes de Paul-Émile Botta et de Austen Henry Layard et la littérature qui s'ensuivit. Et je vais passer un peu plus rapidement donc, sur ces 2 personnes dont il a été question. Pour Paul-Émile Botta, je voudrais simplement rappeler que Semper ne prit pas seulement connaissance de ses publications, mais qu'il put aussi étudier les monuments qu'elle commentait de près, notamment lorsqu'en 1849, Charles Blanc lui donna accès aux bas-reliefs en albâtre rapportés de Khorsabad avant qu'ils ne soient rendus accessibles au grand public en 1850. Pour ce qui est de Layard,
ou dans le cas duquel se pose la même question, effectivement, d'une périodisation des peuples antiques et où les chronologies sont modifiées, mais pas seulement les chronologies, mais aussi d'une certaine manière les hiérarchies. Je voudrais simplement ajouter aussi qu'il y a un autre lien, disons, avec Zemper, puisque c'est sous la direction de Layard que Ferguson avait réalisé pour l'exposition de 1851 une cour assyrienne, appelée aussi cour de Ninivé ou palais de Ninivé, accompagnant cette réalisation d'un ouvrage, The Nineveh Court in the Crystal Palace, paru en 1854, donc faisant le lien d'une certaine manière entre le British Museum et le Crystal Palace. Ces découvertes archéologiques ne restèrent pas sans effet sur l'histoire de l'art. 2 ouvrages incarnent à cette époque, au début des années 40, des tentatives pour écrire une histoire de l'art universelle. Je veux parler de Franz Kugler, Handbuch der Kunstgeschichte, donc manuel d'histoire de l'art, dont la première édition parut en 1842, et la Geschichte der Bildenden Künste, histoire des beaux-arts, ou plutôt des arts plastiques, de Karl Schnaase, Düsseldorf, 1843. Dans les 2 cas, un élargissement du domaine géographique de l'art. Kugler commence avec les monuments préhistoriques. Donc on a un élargissement du domaine géographique de l'art et ce qu'on peut déjà qualifier comme une première anthropologisation aussi de l'art. Les polémiques donc autour de la polychromie entre Zemper et Kugler ont peut-être empêché une réception positive, disons, de son œuvre, ont compliqué la réception de son œuvre chez Zemper. Pour ce qui est de Schnaase, on peut dire que Zemper donc a été profondément inspiré par ce que contient notamment la première partie de son histoire de l'art sur les peuples de l'Orient et plus particulièrement les Égyptiens et les Assyriens. Donc j'en arrive au débat et questions ouvertes, je laisse de côté les voyages. Donc premier débat, première question ouverte, la hiérarchie entre les peuples. La question de la prééminence ou de l'exemplarité de certains d'entre eux, on l'a vu dans la citation de Lessing, on l'a vu dans la citation de Gao. Cette question de la hiérarchie, de la prééminence, de l'exemplarité se lie aussi à celle de la chronologie et de la périodisation. Et finalement, le débat sur la polychromie est laid, puisque l'exemplarité, en tout cas artistique, de la Grèce était liée à une certaine vision de son art, et qu'à travers la polychromie se joue évidemment aussi la question de l'unicité de la Grèce, qui ne tiendrait ses origines que d'elle-même, d'un côté pour certains, ou des influences qu'elle aurait reçues d'Orient au sens large pour les autres. Ce qui nous conduit déjà au point suivant, la question des contacts, des influences, qui, comment, pourquoi. Décider si les contacts entre les peuples ne sont que des épiphénomènes pour ce qui concerne la vie culturelle, qui obéirait à la génération spontanée puis à l'évolution autonome, ou au contraire, si ces contacts sont la condition même de la vie culturelle et donnent lieu à des échanges et des influences permanentes. Voilà donc une question dans laquelle vont s'insérer aussi les recherches esthétiques de Zemper. Enfin, dernier point, vers une science de la culture, source, universalité, méthode, et c'est seulement le terme de science en fait qui doit être souligné ici pour indiquer une insistance nouvelle sur la scientificité. Ainsi, chez Buck, je l'ai dit, où on passe de la philologie à la science de l'Antiquité. Les débats qui ont accompagné cette évolution ont concerné notamment les sources, avec une polémique entre la philologie des choses, notamment en rapport avec la paléographie et l'archéologie, et ce qu'on appelait la philologie des mots, qui ne signifiait pas seulement une prééminence des textes comme source, mais aussi une prééminence de certains peuples dotés de corpus littéraires par rapport aux autres. Ceci nous ramène au premier point et à la question de l'universalité qui fait débat autant pour ce qui concerne l'extension du domaine de la philologie que pour ce qui est de l'objectivité ou absence de préjugés, si on peut dire. Enfin, dernier point, en réalité étroitement entremêlé aux 2 précédents, c'est celui de la méthode
donc sur laquelle je reviendrai par la suite. Ces débats et ces questions de méthode se concrétisent également dans un domaine précis, celui de la muséologie. Et j'en arrive donc à mon deuxième point, collection globale et sciences de la culture, la question du musée. Si ces études et ces années de formation ont donc contribué à une ouverture de Zemper sur un monde de l'art allant de l'Antiquité grecque et romaine à l'Europe occidentale, disons au moins jusqu'à la Renaissance, en passant par la Nubie et la Syrie, la question de l'universalité de l'histoire de l'art et de sa relation à l'histoire culturelle est également très présente dans ses réflexions sur les collections, les musées, la classification des objets qu'ils impliquent. Pour aborder cette problématique de manière complète, il faudrait évoquer les séjours de Zemper à Paris, le Louvre, les recompositions des collections, notamment suite au musée des monuments d'Alexandre Lenoir, la création du musée de Cluny, évoquer pour Londres non seulement le Crystal Palace, mais aussi le British Museum, Marlborough House, et après Dresde et Londres, parler aussi de Vienne, de son musée des arts décoratifs et du projet du Forum impérial avec ses deux grands musées, le musée de l'histoire de l'art et le musée d'histoire naturelle. Mais pour rester dans le cadre de mon sujet, et aussi pour des raisons de temps, je vais me centrer sur Dresde et Londres, deux lieux d'expérimentation des collections et de la réflexion sur les collections qui, dans le parcours de Zemper, sont à la fois proches et différents, puisque l'expérience du Crystal Palace, qui fait le lien entre collection globale et capitalisme, pour le dire vite, marque une césure décisive. Commençons donc par Dresde. Zemper y est confronté doublement à la question du musée. Sur le plan pratique, en tant qu'architecte, à travers les collections royales conservées dans le Zwinger et la célèbre galerie des peintures, sur le plan théorique, à travers l'œuvre et les collections de Gustav Klemm. Tout d'abord, il faut souligner que, comme Zemper le signalera ultérieurement dans son manuscrit sur les arts du métal, point 7 de la première partie, le Zwinger de Dresde, conçu par Auguste Lefort, prince électeur de Saxe et roi de Pologne, et poursuivi par ses successeurs, fut le premier édifice érigé uniquement pour accueillir des collections, à savoir le trésor de la couronne, une galerie de gravures, la collection des porcelaines de Chine. Auguste II y adjoignit la galerie des peintures, la gypsothèque, et puis va s'ajouter par la suite différentes sections, différents pavillons sur les instruments scientifiques, etc. Il n'est certes pas anodin que parmi les nombreux bâtiments que Zemper fut invité à concevoir à Dresde, ou qu'il proposa de concevoir, se trouve, outre le célèbre théâtre ou opéra, un bâtiment destiné à accueillir l'illustre galerie de tableaux. Les négociations sur cette dernière s'étalant sur une bonne partie des années 1840. C'est Zemper qui proposa le Zwinger comme un emplacement pour le nouvel édifice de la galerie des peintures. Alors je vais peut-être essayer d'utiliser ceci pour vous montrer ici donc la galerie des peintures et ici sur le plan qui, c'est ça qui m'importe ici d'une certaine manière, ferme pour ainsi dire le Zwinger et il rassemble art extra-européen et art européen, beaux-arts et art décoratif. Si Dresde constitue ainsi, en raison de ses collections, un contexte inspirant pour les réflexions sur les musées et la manière dont il représente l'histoire de l'humanité, Zemper se trouve en concurrence ici avec Gustav Klemm, bibliothécaire, grand collectionneur et auteur d'une œuvre importante, bien que assez oubliée, sur l'histoire culturelle de l'humanité et la science de la culture. C'est un terme qu'il est un des premiers à utiliser. Pour illustrer cette concurrence, ou ce parallélisme avec un léger décalage chronologique, j'ai placé ici en vis-à-vis les principales dates de leurs activités des années 30, 40 et du début des années 50. Je crois que je vais être obligée de... Alors excusez-moi, ça c'était vu de près, donc la galerie de peinture, donc qui par son style se démarque un peu du reste du Zwinger, mais ne s'en harmonise pas moins avec celui-ci, d'après l'avis de nombreux spécialistes. Alors, voici donc la chronologie pour sa première partie. Donc, je vais simplement signaler que Gustav Klemm donc, a été bibliothécaire à Dresde, qu'il a été chargé donc, de réorganiser la collection de porcelaine, ce qui l'a amené à s'intéresser de près à la Chine, à l'histoire des techniques, et a publié en 1834 donc, cet ouvrage
sur la collection de porcelaine de Dresde, mais aussi plus largement à s'intéresser donc, dans un ouvrage paru en 1836-37 à l'histoire des collections scientifiques et artistiques en Allemagne. Donc un ouvrage qui est considéré comme une véritable histoire du collectionnisme érudit des débuts de la période moderne, donc un ouvrage qui est connu aussi pour une illustration qu'il a reproduite en frontispice et qui donc illustre la conception que se faisait Klemm du musée, sachant qu'il avait lui-même commencé à développer une importante collection, d'abord plutôt locale, donc de culture matérielle locale, mais étendue petit à petit à l'ensemble du monde, donc constituant une sorte de musée de la culture matérielle de toute l'humanité. C'est à la suite d'un voyage en Italie qu'il fait avec le prince héritier que, selon Peter N. Miller, qui est un des spécialistes de Klemm, si on peut dire, donc passe véritablement de l'érudition antiquaire à l'histoire culturelle. Alors, je vais être obligée d'arriver tout de suite au deuxième grand ouvrage de Klemm, qui est important pour nous également parce qu'il intègre ce qu'il appelle une fantaisie sur le musée, donc où Klemm se fait véritablement théoricien du musée. Alors, il y a de nombreux parallèles entre ces parcours, ces œuvres, mais je voudrais insister tout autant sur les différences. Donc, Mella insiste sur le fait que l'idéologie allemande de Marx parut en même temps que le grand ouvrage de Klemm, mais que pour Klemm, les questions politiques devaient rester tout à fait étrangères à l'histoire culturelle, ce qui n'est pas tout à fait le cas de Zemper, qui insiste toujours sur les liens entre collection, histoire culturelle et éducation publique ou éducation nationale. Si le style de Zemper est aussi une histoire de la culture matérielle, ce n'est pas le but premier de ses recherches. Son objet, c'est de développer une esthétique pratique. Zemper a été marqué bien plus que Klemm par la transformation que le commerce mondialisé et la révolution industrielle faisaient subir non seulement aux techniques de fabrication et de production, mais aussi à la culture des objets, si on peut dire, et au goût en Europe. Et c'est ce qui me conduit à Londres, à cet ouvrage dont il a déjà été question, dont j'ai essayé de résumer certaines thématiques. Ce qui me paraît important, la question des relations entre Klemm et Zemper est restée un petit peu ouverte, disons, mais on a véritablement l'impression qu'arrivé à Londres, confronté au Crystal Palace, Zemper comprend vraiment combien on peut faire donc d'une réflexion sur les collections un antidote. Et c'est ça qui m'importait ici. Donc je ne vais peut-être pas m'étendre. Je voulais en venir ensuite à un deuxième ouvrage qui obéit un petit peu à la même logique, qui reprend en tout cas certaines de ces thématiques. Il s'agit de l'ouvrage que Zemper a écrit à l'instigation de Henry Cole pour lui permettre d'obtenir donc un poste à la School of Design de Londres et des nouveaux départements qui y étaient créés. Et c'est dans cet ouvrage qui n'a pas été édité, enfin le manuscrit a été édité récemment, le manuscrit qui se trouve au Musée des Arts décoratifs de Vienne a été édité très récemment, mais c'est dans cet ouvrage que se trouve ce dessin par lequel donc Zemper essaie d'illustrer son idée du musée idéal, après s'être livré lui-même en intégrant, il cite d'ailleurs certaines références de Klemm, une sorte d'anthropologie, d'une histoire anthropologique du collectionnisme, depuis les monuments funéraires jusqu'au musée public de la modernité. Et ce qui me paraît intéressant, c'est qu'on a un petit peu, je trouve, dans ce carré aussi le souvenir du Zwinger,
même si la logique qu'il va faire fonctionner dans ce carré, et dont il a déjà été question plusieurs fois, est tout à fait différente. Je n'ai pas le temps de m'y attarder. J'en arrive donc au dernier point. Donc, sur le style, donc qui était, disons, la visée de ma présentation, anthropologisation de l'esthétique et globalité. Que Zemper ait participé à une anthropologisation de l'esthétique, et ce de manière décisive, n'est pas nouveau. Que l'ornement présent chez tous les peuples, lié aux formes premières, l'habitat, l'alimentation, constitue pour cela un domaine privilégié et connu également. L'extension géographique a effectivement conduit aussi à une extension du domaine de l'art, intégrant donc de nouveaux objets, permettant de dépasser donc la séparation entre beaux-arts et arts décoratif, et peut-être, c'est la question, à apporter une nouvelle définition de l'art, du beau, de l'esthétique. Plusieurs questions se posent ici. Pourquoi Zemper a-t-il appelé son ouvrage « Le style » et non « les styles » au pluriel? Pourquoi parler d'esthétique globale, donc, et non d'esthétique universelle? Alors, je voulais revenir sur quelque chose qui me paraît essentiel, c'est-à-dire ce diagnostic que Zemper pose au début de son ouvrage sur le style et qui poursuit le premier diagnostic extrêmement critique sur la période contemporaine qu'on avait dans l'écrit de 1852 sur le Crystal Palace. Et la crise qu'il décrit donc au début du style est à la fois esthétique, sociale et politique. Elle est celle que dénoncent déjà bien des auteurs allemands de la période autour de 1800 sous les aspects d'une critique de la modernité comme culture des choses et non des hommes, synonyme d'aliénation. Comme eux, Zemper fait de l'antiquité gréco-romaine un antidote, mais il le fait de manière différente et en intégrant cette dernière dans un ensemble plus vaste où elle retrouve en même temps dans des conditions modifiées toute sa force idéale. Il la relie à la lumière d'une insistance sur les potentialités de l'ornement qui est chez lui une reconquête des formes, une tentative pour redonner à l'humanité la main sur son destin et une promesse d'émancipation. Je n'ai pas eu le temps de m'attarder sur ce point, mais il y a une citation extrêmement intéressante dans l'ouvrage sur les arts métalliques et le musée idéal. Une citation il évoque Kant et son histoire universelle du point de vue cosmopolitique comme un modèle également de collection universelle. Le discours sur la forme et les formes dans le style a de quoi étonner les historiens de ce dernier. On y retrouve de manière entremêlée le terme de Urform, forme première, forme originelle, qui remonte à Goethe, parfois aussi celui de innere Form, forme interne, plus humboldtien, tous deux fondés sur une conception eiédétique de la forme, c'est-à-dire sur l'idée que la forme contient en elle-même sa propre visée. Et pourtant, Zemper est considéré aussi à juste titre comme l'un des théoriciens qui ont développé une conception fonctionnaliste, liant la forme aux matériaux, à la technique et à l'usage, ou à la fonction. Plusieurs choses sont nécessaires pour comprendre cela. Il n'est pas rare, effectivement, si l'on s'intéresse à l'histoire des théories de la forme de manière plus générale, que dans les conceptions modernes de celle-ci, plusieurs traditions se mêlent et se croisent. Ainsi, la fonctionnalisation peut-elle parfois se faire à l'intérieur même d'une conception eiédétique. Et c'est dans cet entremêlement que réside, à mon avis, le secret de la formule sampérienne de la matérialité sans matérialisme qui attire tant de chercheurs aujourd'hui et qui explique aussi sa combinaison d'historisme et de classicisme. On peut s'appuyer pour comprendre la philosophie des formes de Zemper sur la notion de motif, qui en est sans doute l'incarnation la plus parlante et qui occupe, comme on le sait, une place spéciale dans les arts décoratifs. Comme Zemper l'a si souvent souligné, le motif naît d'une technique ou de la rencontre d'un matériau et d'une technique, mais se rend souvent ensuite indépendant de ceux-ci, migre vers d'autres supports, d'autres matériaux, sans pour autant se dénaturer, peut migrer aussi d'un peuple à un autre. C'est à ce titre que l'on peut dire que Zemper a libéré la forme de son opposition ontologique à la matière, mais qu'il a en même temps évité un déterminisme matérialiste, puisque les motifs peuvent voyager, et que dans la matérialité même s'inscrit une certaine idéalité. Comment cela est-il possible ?
il me semble que c'est parce que la logique et la dynamique du motif sont celles de l'actualisation que l'on retrouve dans certaines théories structuralistes, qui permet de penser ensemble permanence et variation. En ce sens, elle est tout le contraire de l'imitation, de même que chez Zemper, les formes artistiques n'imitent pas la nature. D'une certaine manière, la théorie du motif est une théorie de la liberté contrainte, d'où la nécessité d'une éducation artistique, mais aussi beaucoup plus générale. Là où le Crystal Palace est dans la logique d'une variabilité infinie mais arbitraire, réduit les formes à des effets de surface, de simples effets de surface, la morphologie zemperienne nous présente un tout systémique qui est à la fois synchronique et historique. C'est le cas, comme Zemper l'explique très clairement, du carré, proprement global, donc, au sens d'une universalité réalisée, d'une idéalité en acte, comme système et non sur le modèle du dialogue, j'y insiste. Contre l'évolutionnisme, qui se veut profondément historique, mais qui nie en réalité l'histoire au vrai sens du terme, puisqu'elle inscrit les peuples dans une chronologie déterminée dès le départ par des hiérarchies, organise en quelque sorte leur asynchronie et qui est une forme d'inégalité. C'est sans doute pour cela que Zemper a pu dire qu'il n'y a pas de progrès en art, car, pour le dire autrement, au regard de l'ornement, tous les peuples sont égaux. Je pense qu'ici, il faut le comprendre non pas simplement comme c'est le cas chez Clem, au sens de l'examen scientifique, une sorte de neutralité, d'objectivité scientifique, mais aussi dans un sens politique. Alors, je finis. L'esthétique de Zemper est donc pratique, parce qu'à l'image de l'organisation d'un enseignement dans les arts appliqués, elle vise à donner aux dessinateurs, aux techniciens, aux artistes des connaissances aptes à aiguiser leur goût et leur sens artistique, en étant attentifs précisément aux matériaux, à l'usage et à la forme. Mais elle l'est aussi parce qu'à l'image des collections d'art public, dont il fait, je le cite, de puissants leviers de l'éducation nationale, elle permet, grâce à la régénération des formes, une régénération de toute la vie sociale. Autrement que dans le cas de Schiller et de son éducation esthétique, qui thématisait aussi une philosophie de la forme, celle-ci ne relève pas pour Zemper d'un instinct de jeu que l'on risquait désormais de pouvoir identifier à la culture de l'accumulation et de la confusion, de l'arbitraire, contre les effets aliénants de laquelle il avait été conçu. Le concept d'aliénation, je le rappelle, est développé dans l'esthétique anthropologique de Schiller avant de l'être chez Hegel ou Marx. Donc la forme relève chez Zemper plutôt de la capacité à réorganiser dans la théorie comme dans la pratique autour d'un socle de besoins humains fondamentaux, les matériaux, les usages et les formes. C'est en ce sens que les formes fondamentales permettent un ressourcement, car elles mettent particulièrement à nu cette harmonie primordiale, l'ingéniosité et l'inventivité humaine. Mais cela n'exclut pas qu'il y ait des modèles. La Grèce en reste un pour Zemper. Depuis le début, sa recherche de la véritable antiquité est aussi une réflexion sur l'idéalité de cette dernière et une interrogation sur les possibilités de son actualisation. Si la science des formes est universelle, l'esthétique, science appliquée, est pratique, globale et politique. Elle conserve chez Zemper bien des élans du Printemps des peuples de 1848. C'est toute la question du 3e volume du style qui se pose aussi ici. Destiné à être consacré à l'architecture, il devait reprendre et poursuivre les recherches que Zemper avait développées au début des années 1850 dans le cadre de son projet d'une théorie comparative de la construction et, selon divers témoignages, inclure les facteurs sociaux à son étude et donner la quintessence de sa conception politique. Merci.